L'homme et la couleuvre. Fable numéro 1 des Fables de La Fontaine, livre 10e. Enregistré pour LibriVox.org par Marie-Claude Bélanger. L'homme et la couleuvre. Un homme vit une couleuvre. « Ah, méchante, dit-il, je m'en vais faire une œuvre agréable à tout l'univers. » À ces mots, l'animal pervers, c'est le serpent que je veux dire, et non l'homme, on pourrait aisément s'y tromper. À ces mots, le serpent, se laissant attraper, est pris, mis en un sac, et ce qui fut le pire, on résolut sa mort, fût-il coupable ou non. Afin de le payer toutefois de raison, l'autre lui fit cette harangue. Symbole des ingrats, être bon aux méchants, c'est être sot. Meurs donc. Ta colère et tes dents ne me nuiront jamais. Le serpent, en sa langue, reprit du mieux qu'il put. S'il fallait condamner tous les ingrats qui sont au monde, à qui pourrait-on pardonner? Toi-même, tu te fais ton procès. Je me fonde sur tes propres leçons. Jette les yeux sur toi. Mes jours sont en tes mains. Tranche-les. Ta justice, c'est ton utilité, ton plaisir, ton caprice. Selon ces lois, condamne-moi, mais trouve bon qu'avec franchise, en mourant au moins je te dise que le symbole des ingrats, ce n'est point le serpent, c'est l'homme. Ces paroles firent arrêter l'autre. Il recula d'un pas. Enfin il repartit. Tes raisons sont frivoles. Je pourrais décider, car ce droit m'appartient. Mais rapportons-nous-en. Soit fait, dit le reptile. Une vache était là. On l'appelle, elle vient. Le cas est proposé, c'était chose facile. Fallait-il pour cela, dit-elle, m'appeler? La couleuvre a raison. Pourquoi dissimuler? Je nourris celui-ci depuis longues années. Il n'a sans mes bienfaits passé nulle journée. Tout n'est que pour lui seul. Mon lait et mes enfants le font à la maison revenir les mains pleines. Même j'ai rétabli sa santé que les ans avaient altérée. Et mes peines ont pour but son plaisir, ainsi que son besoin. Enfin, me voilà vieille. Il me laisse en un coin, sans herbe. S'il voulait encore me laisser paître. Mais je suis attachée, et si j'eusse eu pour maître un serpent, eût-il su jamais pousser si loin l'ingratitude? Adieu, j'ai dit ce que je pense. L'homme, tout étonné d'une telle sentence, dit au serpent, « Faut-il croire ce qu'elle dit? C'est une radoteuse. Elle a perdu l'esprit. Croyons ce bœuf. »« Croyons, » dit la rampante bête. Ainsi dit, ainsi fait. Le bœuf vient à pas lents. Quand il eut ruminé tout le cas en sa tête, il dit que, du labeur des ans, pour nous seuls, il portait les soins les plus pesants, parcourant sans cesser, selon cercle de peine, qui, revenant sur soi, ramenait dans nos plaines ce que Cérès nous donne, et vend aux animaux que cette suite de travaux. Pour récompense, avait de tous tant que nous sommes, force coups, peu de gré, puis quand il était vieux, on croyait l'honorer chaque fois que les hommes achetaient de son sang l'indulgence des dieux. Ainsi parla le bœuf. L'homme dit, « Faisons taire cet ennuyeux déclamateur. Il cherche de grands mots. Il vient ici se faire, au lieu d'arbitre, accusateur. Je le récuse aussi. » L'arbre étant pris pour juge, ce fut bien pis encore. Il servait de refuge contre le chaud, la pluie et la fureur des vents. Pour nous seuls, il ornait les jardins et les champs. L'ombrage n'était pas le seul bien qu'il sût faire. Il courbait sous les fruits. Cependant, pour salaire, un rustre l'abattait. C'était là son loyer. Quoique pendant tout l'an, libéral il nous donne, ou des fleurs au printemps, ou du fruit en automne, l'ombre l'été, l'hiver, les plaisirs du foyer. Que ne les demandait-on sans prendre la cognée? De son tempérament, il eût encore vécu.
L'homme, trouvant mauvais que l'on l'eût convaincu, voulut à toute force avoir cause gagnée. « Je suis bien bon, dit-il, d'écouter ces gens-là. » Du sac et du serpent, aussitôt il donna contre les murs, tant qu'il tua la bête. On en use ainsi chez les grands. La raison les offense. Ils se mettent en tête que tout est né pour eux, quadrupèdes et gens, et serpents. Si quelqu'un desserre les dents, c'est un sot, j'en conviens. Mais que faut-il donc faire? Parler de loin, ou bien se taire? Fin de la fable numéro 1, L'homme et la couleuvre. Cet enregistrement fait partie du domaine public. La tortue et les deux canards, fable 2, des fables de La Fontaine, livre 10e, enregistré pour LibriVox.org par Nadine Ekert-Boulet. Une tortue était, à la tête légère, qui, lasse de son trou, voulut voir le pays. Volontiers on fait cas d'une terre étrangère. Volontiers Jean Boiteux haïssent le logis. Deux canards à qui la commère communiqua ce beau dessein, lui dirent qu'ils avaient de quoi la satisfaire. Voyez-vous ce large chemin? Nous nous voiturerons, par l'air, en Amérique. Vous verrez mainte république, maint royaume, maint peuple, et vous profiterez des différentes mœurs que vous remarquerez. Ulysse en fit autant. On ne s'attendait guère de voir Ulysse en cette affaire. La tortue écouta la proposition. Marché fait, les oiseaux forgent une machine pour transporter la pèlerine. Dans la gueule en travers on lui passe un bâton. Serrez bien, dirent-ils, gardez de lâcher prise. Puis chaque canard prend ce bâton par un bout. La tortue enlevée, on s'étonne partout de voir aller en cette guise l'animal lent et sa maison, justement au milieu de l'un et l'autre oison. Miracle! Criait-on. Venez voir dans les nues passer la reine des tortues. La reine, vraiment, oui, je la suis en effet. Ne vous en moquez point. Elle eût beaucoup mieux fait de passer son chemin sans dire aucune chose, car lâchant le bâton en desserrant les dents, elle tombe, elle crève aux pieds des regardants. Son indiscrétion de sa perte fut cause. Imprudence, babile et sotte vanité, et vaine curiosité, ont ensemble étroit parentage. Ce sont enfants tous d'un lignage. Fin de la fable 2, La tortue et les deux canards. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Les poissons et le cormoran. Fable 3, des fables de La Fontaine, livre 10e, enregistré pour LibriVox.org par Nathalie Mussard. Il n'était point des temps dans tout le voisinage qu'un cormoran n'eût mis à contribution. Viviers et réservoirs lui payaient pension. Sa cuisine allait bien, mais lorsque le longage eut glacé le pauvre animal, la même cuisine alla mal. Tout cormoran se sert de pourvoyeur lui-même. Le nôtre, un peu trop vieux pour voir au fond des eaux, n'ayant ni filet ni réseau, souffrait une disette extrême. Que fit-il? Le besoin, docteur en stratagème, lui fournit celui-ci. Sur le bord d'un étang, Cormoran vit une écrevisse. « Ma commère, dit-il, allez tout à l'instant porter un avis important à ce peuple, il faut qu'il périsse. Le maître de ce lieu dans 8 jours pêchera. » L'écrevisse en hâte s'en va, comptez le cas, grande et l'émute, on court, on s'assemble, on députe. À l'oiseau, « Seigneur Cormoran, d'où vous vient cet avis? Quel est votre garant? Êtes-vous sûr de cette affaire? N'y savez-vous remède? Et qu'est-il bon de faire? Changer de lieu, dit-il. Comment le ferons-nous? N'en soyez point en soin, je vous porterai tous, l'un après l'autre, en ma retraite. Nul que Dieu seul et moi n'en connaît les chemins. Il n'est demeure plus secrète. Un vivier que nature y creusa de ses mains, inconnu des traîtres humains, sauvera votre république. On le crut. Le peuple aquatique, l'un après l'autre, fut porté sous ce rocher peu fréquenté. Là, Cormoran le bon apôtre, les ayant mis en un endroit transparent, peu creux, fort étroit, vous les prenez sans peine, un jour l'un, un jour l'autre. Il leur apprit à leurs dépens que l'on ne doit jamais avoir de confiance en ceux qui sont mangeurs de gens. Ils y perdirent peu,
puisque l'humaine engeance en aurait aussi bien croqué sa bonne part. Qu'importe qui vous mange, homme ou loup, toute panse me paraît une à cet égard. Un jour plus tôt, un jour plus tard, ce n'est pas grande différence. Fin de la fable 3. Les poissons et le cormoran. Cet enregistrement fait partie du domaine public. L'enfouisseur et son compère. Fable 4 des Fables de La Fontaine, livre 10e, enregistré pour LibriVox.org par Nathalie Mussard. Un pince-maille avait tant amassé qu'il ne savait où loger sa finance. L'avarice, compagne et sœur de l'ignorance, le rendait fort embarrassé dans le choix d'un dépositaire. Car il en voulait un, et voici sa raison. L'objet tente, il faudra que ce monceau s'altère. Si je le laisse à la maison, moi-même de mon bien je serai le larron. Le larron? Quoi? Jouir? C'est se voler soi-même. Mon ami, j'ai pitié de ton erreur extrême. Apprends de moi cette leçon. Le bien n'est bien qu'en temps que l'on s'en peut défaire. Sans cela, c'est un mal. Veux-tu le réserver pour un âge et des temps qui n'en ont plus que faire? La peine d'acquérir, le soin de conserver, ôte le prix alors qu'on croit si nécessaire. Pour se décharger d'un tel soin, notre homme eût pu trouver des gens sûrs au besoin. Il aima mieux la terre, et prenant son compère, celui-ci l'aide. Ils vont enfouir le trésor. Au bout de quelque temps, l'homme va voir son or. Il ne retrouva que le gîte. Soupçonnant à bon droit le compère, il va vite lui dire « Apprêtez-vous, car il me reste encore quelques deniers. Je veux les joindre à l'autre masse. » Le compère aussitôt va remettre en sa place l'argent volé, prétendant bien tout reprendre à la fois sans qu'il y manquât rien. Mais pour ce coup, l'autre fut sage. Il retint tout chez lui, résolu de jouir, plus n'entasser, plus n'enfouir, et le pauvre voleur, ne trouvant plus son gage, pensa tomber de sa hauteur. Il n'est pas malaisé de tromper un trompeur. Fin de la fable 4. L'enfouisseur et son compère. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Le loup et les bergers. Fable 5 des Fables de La Fontaine. Livre 10e. Enregistré pour LibriVox.org par Nathalie Mussard. Un loup rempli d'humanité, s'il en est de tels dans le monde, fit un jour sur sa cruauté, quoiqu'il ne l'exerçât que par nécessité, une réflexion profonde. « Je suis haï, dit-il. Et de qui? De chacun. Le loup est l'ennemi commun. Chiens, chasseurs, villageois s'assemblent pour sa perte. Jupiter est là-haut étourdi de leurs cris. C'est par là que de loup l'Angleterre est déserte. On y mit notre tête à prix. Il n'est hobereau qui ne fasse contre nous tel ban publié. Il n'est marmot osant crier que du loup aussitôt sa mère ne menace. Le tout pour un âne rogneux, pour un mouton pourri, pour quelque chien hargneux dont j'aurais passé mon envie. Eh bien, ne mangeons plus de choses ayant eu vie. Paissons l'herbe, broutons, mourons de faim plutôt. Est-ce une chose si cruelle? Vaut-il mieux s'attirer la haine universelle? Disant ces mots, il vit des bergers pour leur rot, mangeant un agneau cuit en broche. « Oh, oh !» dit-il, « je me reproche le sang de cette gent. Voilà ces gardiens s'en repaissant, eux et leurs chiens. Et moi, loup, j'en ferais scrupule? Non, par tous les dieux, non. Je serais ridicule. Thibaut l'agnelet passera sans qu'à la broche je le mette. Et non seulement lui, mais la mère qu'il tette, et le père qui l'engendra. Ce loup avait raison. Est-il dit qu'on nous voit faire festin de toute proie, manger les animaux, et nous les réduirons au mets de l'âge d'or autant que nous pourrons? Ils n'auront ni croc, ni marmite. Berger, berger, le loup n'a tort que quand il n'est pas le plus fort. Voulez-vous qu'il vive en ermite? Fin de la fable 5. Le loup et les bergers. Cet enregistrement fait partie du domaine public. L'araignée et l'hirondelle, fable 6 des Fables de La Fontaine, livre 10e, enregistré pour LibriVox.org.
Ô Jupiter, qui sus de ton cerveau, par un secret d'accouchement nouveau, tirer Pallas, jadis mon ennemi, entends ma plainte une fois en ta vie. Progné me vient enlever les morceaux, caracolant, frisant l'air et les eaux, elle me prend mes mouches à ma porte, miennes je puis les dire, et mon réseau en serait plein sans ce maudit oiseau. Je l'ai tissu de matière assez forte. Ainsi, d'un discours insolent, se plaignait l'araignée autrefois tapissière, et, qui leur étant filandière, prétendait enlacer tout insecte volant. La sœur de Philomèle, attentive à sa proie, malgré le bestillon, happait mouche dans l'air, pour ses petits, pour elle, impitoyable joie, que ces enfants gloutons, d'un bec toujours ouvert, d'un ton demi-formé, bégayant te couver, demandaient par des cris encore mal entendus. La pauvre aragne, n'ayant plus que la tête et les pieds, artisan superflu, se vit elle-même enlevée. L'hirondelle, en passant, emporta toile et tout, et l'animal pendant au bout. Jupin, pour chaque état, mit 2 tables au monde. L'adroit, le vigilant et le fort sont assis à la première, et les petits mangent leur reste à la seconde. Fin de la fable 6, l'araignée et l'hirondelle. Cet enregistrement fait partie du domaine public. La perdrix et les coqs, fable numéro 7 des Fables de La Fontaine, livre 10e. Enregistré pour LibriVox.org. La perdrix et les coqs. Parmi de certains coqs, incivils, peu galants, toujours en oise et turbulents, une perdrix était nourrie. Son sexe et l'hospitalité, de la part de ces coqs peuple à l'amour porté, lui faisaient espérer beaucoup d'honnêteté. Il ferait les honneurs de la ménagerie. Ce peuple, cependant, fort souvent en furie, pour la dame étrangère ayant peu de respect, lui donnait fort souvent d'horribles coups de bec. D'abord, elle en fut affligée. Mais sitôt qu'elle eut vu cette troupe enragée s'entrebattre elle-même et se percer les flancs, elle se consola. « Ce sont leurs mœurs, dit-elle. Ne les accusons point, plaignons plutôt ces gens. Jupiter, sur un seul modèle, n'a pas formé tous les esprits. Il est des naturels de coq et de perdrix. S'il dépendait de moi, je passerais ma vie en plus honnête compagnie. Le maître de ces lieux en ordonne autrement. Il nous prend avec des tonnelles, nous loge avec des coqs, et nous coupe les ailes. C'est de l'homme qu'il faut se plaindre seulement. Fin de la fable numéro 7, la perdrix et les coqs. Enregistré par Marie-Claude Bélanger. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Le chien à qui on a coupé les oreilles, fable 8 des Fables de La Fontaine, livre 10e. Enregistré pour LibriVox.org par Nadine Ekert-Boulet. Qu'ai-je fait pour me voir ainsi mutilé par mon propre maître? Le bel état où me voici! Devant les autres chiens, oserais-je paraître? Ô roi des animaux, ou plutôt leur tyran, qui vous ferait chose pareille? Ainsi criait Mouflar, jeune dogue, et les gens peu touchés de ces cris douloureux et perçants venaient de lui couper sans pitié les oreilles. Mouflar y croyait perdre. Il vit avec le temps qu'il y gagnait beaucoup, car étant de nature à piller ses pareils, maintes mésaventures l'auraient fait retourner chez lui avec cette partie en 100 lieues altérées. Chien hargneux a toujours l'oreille déchirée. Le moins qu'on peut laisser de prise aux dents d'autrui, c'est le mieux. Quand on n'a qu'un endroit à défendre, on le munit de peur d'esclandre. Témoin maître Mouflar, armé d'un gorgerin, du reste ayant d'oreilles autant que sur ma main. Un loup n'eût su par où le prendre. Fin de Le chien à qui on a coupé les oreilles. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Le berger et le roi. Fable 9 des Fables de La Fontaine, livre 10e.
Enregistré pour LibriVox.org. Deux démons à leur gré partagent notre vie, et de son patrimoine ont chassé la raison. Je ne vois point de cœur qui ne leur sacrifie. Si vous me demandez leur état et leur nom, j'appelle l'un amour et l'autre ambition. Cette dernière étend le plus loin son empire, car même elle entre dans l'amour. Je le ferai bien voir, mais mon but est de dire comme un roi fit venir un berger à sa cour. Le conte est du bon temps, non du siècle où nous sommes. Ce roi vit un troupeau qui couvrait tous les champs, bien broutant, en bon corps, rapportant tous les ans, grâce aux soins du berger, de très notables sommes. Le berger plut au roi par ses soins diligents. Tu mérites, dit-il, d'être pasteur de gens. Laisse là tes moutons, viens conduire des hommes, je te fais juge souverain. Voilà notre berger la balance à la main. Quoiqu'il n'eût guère vu d'autres gens qu'un ermite, son troupeau, ses matins, le loup, et puis c'est tout. Il avait du bon sens, le reste vient ensuite. Bref, il en vint fort bien à bout. L'ermite, son voisin, accourut pour lui dire « Veillai-je, et n'est-ce point un songe que je vois? Vous, favori, vous, grand, défiez-vous des rois, leur faveur est glissante, on s'y trompe, et le pire, c'est qu'il en coûte cher. De pareilles erreurs ne produisent jamais que d'illustres malheurs. Vous ne connaissez pas l'attrait qui vous engage. Je vous parle en ami, craignez tout. » L'autre rit, et notre ermite poursuivit. « Voyez combien déjà la cour vous rend peu sage. Je crois voir cet aveugle à qui dans un voyage un serpent engourdi de froid vint s'offrir sous la main. Il le prit pour un fouet. Le sien s'était perdu, tombant de sa ceinture. Il rendait grâce au ciel de l'heureuse aventure, quand un passant cria « Que tenez-vous, ô Dieu? Jetez cet animal traître et pernicieux, ce serpent. » « C'est un fouet, c'est un serpent, vous dis-je. À me tant tourmenter, quel intérêt m'oblige? Prétendez-vous garder ce trésor? Pourquoi non? Mon fouet était usé, et j'en retrouve un fort bon. Vous n'en parlez que par envie. » L'aveugle enfin ne le crut pas. Il en perdit bientôt la vie. L'animal dégourdi piqua son homme au bras. Quant à vous, j'ose vous prédire qu'il vous arrivera quelque chose de pire. Hé! Que me serait-il arrivé que la mort? 1000 dégoûts viendront, dit le prophète ermite. Il en vint, en effet, l'ermite n'eut pas tort. Mainte peste de cour fit tant, par maint ressort, que la candeur du juge, ainsi que son mérite, furent suspects au prince. On cabale, on suscite accusateur, et Jean grevé par ses arrêts. De nos biens, dirent-ils, il s'est fait un palais. Le prince voulut voir ses richesses immenses, il ne trouva partout que médiocrité. Louange du désert et de la pauvreté, c'étaient là ses magnificences. Son fait, dit-on, consiste en des pierres de prix. Un grand coffre en est plein, fermé de 10 serrures. Lui-même ouvrit ce coffre, et rendit bien surpris tous ces machineurs d'imposture. Le coffre étant ouvert, on y vit des lambeaux, l'habit d'un gardeur de troupeau, petit chapeau, jupon, panetière, houlette, et je pense aussi sa musette. Doux trésor, se dit-il, cher gage, qui jamais n'attirâtes sur vous l'envie et le mensonge. Je vous reprends. Sortons de ces riches palais comme l'on sortirait d'un songe. Sire, pardonnez-moi cette exclamation. J'avais prévu ma chute en montant sur le faîte. Je m'y suis trop complu, mais qui n'a dans la tête un petit grain d'ambition? Fin de la fable 9, Le berger et le roi. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Les poissons et le berger qui joue de la flûte. Fable 10 des Fables de La Fontaine, livre 10e. Enregistré pour LibriVox.org par les Rizanes. Tircis, qui pour la seule Annette faisait résonner les accords d'une voix et d'une musette capables de toucher les morts,
chantait un jour le long des bords d'une onde, arrosant des prairies dont Zéphyr habitait les campagnes fleuries. Annette cependant à la ligne pêchait, mais nul poisson ne s'approchait, la bergère perdait ses peines. Le berger qui par ses chansons eût attiré des inhumaines, crut et crut mal attirer des poissons. Il leur chanta ceci: citoyens de cette onde, laissez votre naïade dans sa grotte profonde. Venez voir un objet 1000 fois plus charmant. Ne craignez point d'entrer aux prisons de la belle. Ce n'est qu'à nous qu'elle est cruelle. Vous serez traités doucement. On n'en veut point à votre vie. Un vivier vous attend, plus clair que fin cristal. Et quant à quelques-uns, la passe serait fatale. Mourir des mains d'Annette est un sort que j'envie. Ce discours éloquent ne fit pas grand effet. L'auditoire était sourd aussi bien que muet. Tircis eut beau prêcher. Ses paroles miellées, s'en étant aux vents envolés, il tendit un long rai. Voilà les poissons pris. Voilà les poissons mis aux pieds de la bergère. Ô vous, pasteurs d'humains et non pas de brebis, rois qui croyez gagner par raison les esprits d'une multitude étrangère, ce n'est jamais par là que l'on en vient à bout. Il y faut une autre manière. Servez-vous de vos raies. La puissance fait tout. Fin de la fable 10. Les poissons et le berger qui joue de la flûte. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Les deux perroquets, le roi et son fils. Fable numéro 11 des Fables de La Fontaine, livre 10e. Enregistré pour LibriVox.org par Marie-Claude Bélanger. Les deux perroquets, le roi et son fils. Deux perroquets, l'un père et l'autre fils, du rôle d'un roi faisaient leur ordinaire. Deux demi-dieux, l'un fils et l'autre père, de ces oiseaux faisaient leurs favoris. L'âge liait une amitié sincère entre ces gens. Les deux pères s'aimaient. Les deux enfants, malgré leur cœur frivole, l'un avec l'autre aussi s'accoutumaient, nourris ensemble et compagnons d'école. C'était beaucoup d'honneur au jeune perroquet, car l'enfant était prince et son père monarque. Par le tempérament que lui donna la parque, il aimait les oiseaux. Un moineau fort coquet et le plus amoureux de toute la province faisait aussi sa part des délices du prince. Ces deux rivaux, un jour ensemble se jouant, comme il arrive aux jeunes gens, le jeu devint une querelle. Le passereau, peu circonspect, s'attira de tels coups de bec que, demi-mort, étreint dans l'aile, on crut qu'il n'en pourrait guérir. Le prince indigné fit mourir son perroquet. Le bruit en vint au père. L'infortuné vieillard crie et se désespère. Le tout en vain. Ses cris sont superflus. L'oiseau parleur est déjà dans la barque. Pour dire mieux, l'oiseau ne parlant plus, fait qu'en fureur sur le fils du monarque, son père s'en va fondre et lui crève les yeux. Il se sauve aussitôt et choisit pour asile le haut d'un pin. Là, dans le sein des dieux, il goûte sa vengeance en lieu sûr et tranquille. Le roi lui-même y court et dit pour l'attirer: « Ami, reviens chez moi, que nous sert de pleurer? Haine, vengeance et deuil, laissons tout à la porte. Je suis contraint de déclarer, encore que ma douleur soit forte, que le tort vient de nous. Mon fils fut l'agresseur. Mon fils, non, c'est le sort qui, du coup, est l'auteur. » La parque avait écrit de tout temps en son livre que l'un de nos enfants devait cesser de vivre, et l'autre devoir. Par ce malheur, consolons-nous tous deux, et reviens dans ta cage. Le perroquet dit: « Sire roi, crois-tu qu'après un tel outrage, je me doive fier à toi? Tu m'allègues le sort, prétends-tu par ta foi me leurrer de l'appât d'un profane langage? Mais que la providence ou bien que le destin règle les affaires du monde, il est écrit là-haut qu'au faîte de ce pain, ou dans quelque forêt profonde, j'achèverai mes jours loin du fatal objet qui doit être un juste sujet de haine et de fureur.
Je sais que la vengeance est un morceau de roi, car vous vivez en Dieu. Tu veux oublier cette offense? Je le crois. Cependant, il me faut pour le mieux éviter ta main et tes yeux. Sire roi, mon ami, va-t'en. Tu perds ta peine. Ne me parle point de retour. L'absence est aussi bien un remède à la haine qu'un appareil contre l'amour. Fin de la fable numéro 11. Les deux perroquets, le roi et son fils. Cet enregistrement fait partie du domaine public. La lionne et l'ours, fable 12, des fables de La Fontaine, livre 10e. Enregistré pour LibriVox.org par Nadine Ekert-Boulet. Mère Lionne avait perdu son faon. Un chasseur l'avait pris. La pauvre infortunée poussait un tel rugissement que toute la forêt était importunée. La nuit ni son obscurité, son silence et ses autres charmes, de la reine des bois n'arrêtaient les vacarmes. Nul animal n'était du sommeil visité. L'ours enfin lui dit: « Ma commère, un mot sans plus. Tous les enfants qui sont passés entre vos dents n'avaient-ils ni père ni mère? » Ils en avaient. S'il en est ainsi, et qu'aucun de leurs morts n'ait nos têtes rompues, si tant de mères se sont tues, que ne vous taisez-vous aussi? Moi me taire? Moi malheureuse? Ah, j'ai perdu mon fils! Il me faudra traîner une vieillesse douloureuse. Dites-moi, qui vous force à vous y condamner? Hélas, c'est le destin qui me hait. Ces paroles ont été de tout temps en la bouche de tous. Misérables humains, ceci s'adresse à vous. Je n'entends raisonner que des plaintes frivoles. Quiconque en pareil cas se croit haï des cieux, qu'il considère écube, il rendra grâce aux dieux. Fin de La lionne et l'ours. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Les deux aventuriers et le talisman. Fable 13 des fables de La Fontaine. Livre 10e. Enregistré pour LibriVox.org par Sébès. Les deux aventuriers et le talisman. Aucun chemin de fleurs ne conduit à la gloire. Je n'en veux pour témoin qu'Hercule et ses travaux. Ce dieu n'a guère de rivaux. J'en vois peu dans la fable, encore moins dans l'histoire. En voici pourtant un que de vieux talismans firent chercher fortune au pays des romans. Il voyageait de compagnie. Son camarade et lui trouvèrent un poteau ayant en haut cet écriteau: « Seigneur aventurier, s'il te prend quelque envie de voir ce que n'a vu nul chevalier errant, tu n'as qu'à passer ce torrent. Puis prenant dans tes bras un éléphant de pierre que tu verras couché par terre, le porter d'une haleine au sommet de ce mont qui menace les cieux de son superbe front. » L'un des deux chevaliers saigna du nez. « Si l'onde est rapide autant que profonde, dit-il, et supposer qu'on la puisse passer, pourquoi de l'éléphant s'aller embarrasser? Quelle ridicule entreprise! Le sage l'aura fait par tel art et de guise qu'on le pourra porter peut-être 4 pas, mais jusqu'au haut du mont, d'une haleine, il n'est pas au pouvoir d'un mortel, à moins que la figure ne soit d'un éléphant nain, pygmée, avorton, propre à mettre au bout d'un bâton. Auquel cas, où l'honneur d'une telle aventure? On nous veut attraper dedans cette écriture. Ce sera quelque énigme à tromper un enfant. C'est pourquoi je vous laisse avec votre éléphant. » Le raisonneur partit. L'aventureux se lance, les yeux clos, à travers cette eau. Ni profondeur, ni violence ne purent l'arrêter, et selon l'écriteau, il vit son éléphant couché sur l'autre rive. Il le prend, il l'emporte, au haut du mont arrive, rencontre une esplanade, et puis une cité. Un cri par l'éléphant est aussitôt jeté. Le peuple aussitôt sort en armes. Tout autre aventurier, au bruit de ces alarmes, aurait fui. Celui-ci, loin de tourner le dos, veut vendre au moins sa vie et mourir en héros. Il fut tout étonné d'ouïr cette cohorte le proclamer monarque au lieu de son roi mort.
Il ne se fit prier que de la bonne sorte. Encore que le fardeau fût, dit-il, un peu fort. Sixte en disait autant lorsqu'on le fit Saint-Père. Serait-ce bien une misère que d'être pape ou d'être roi? On reconnut bientôt son peu de bonne foi. Fortune aveugle suit aveugle hardiesse. Le sage quelquefois fait bien d'exécuter avant que de donner le temps à la sagesse d'envisager le fait et sans la consulter. Fin de la fable 13. Les deux aventuriers, le talisman. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Discours à Monsieur le Duc de la Rochefoucauld. Fable 14 des Fables de La Fontaine. Livre 10e. Enregistré pour LibriVox.org. Je me suis souvent dit, voyant de quelle sorte l'homme agit et qu'il se comporte, en 1000 occasions comme des animaux. Le roi de ces gens-là n'a pas moins de défauts que ses sujets, et la nature a mis dans chaque créature quelque grain d'une masse où puisent les esprits. J'entends les esprits corps et pétris de matière, je vais prouver ce que je dis. À l'heure de l'affût, soit alors que la lumière précipite ses traits dans l'humide séjour, soit alors que le soleil rentre dans sa carrière, et que n'étant plus nuit, il n'est pas encore jour, au bord de quelque bois, sur un arbre je grimpe. Et nouveau Jupiter, du haut de cet Olympe, je foudroie à discrétion un lapin qui n'y pensoit guère. Je vois fuir aussitôt toute la nation des lapins, qui sur la bruyère, l'œil éveillé, l'oreille au guet, s'égayoient et de thym parfumoient leur banquet. Le bruit du coup fait que la bande s'en va chercher sa sûreté dans la souterraine cité. Mais le danger s'oublie, et cette peur si grande s'évanouit bientôt. Je revois les lapins, plus gais qu'auparavant, revenir sous mes mains. Ne reconnaît-on pas en cela les humains? Dispersés par quelque orage, à peine ils touchent le port, qu'ils s'en vont hasarder encore, même vent, même naufrage. Vrais lapins, on les revoit sous les mains de la fortune. Joignons à cet exemple une chose commune. Quand des chiens étrangers passent par quelque endroit qui n'est pas de leur détroit, je laisse à penser quelle fête, les chiens du lieu n'ayant en tête qu'un intérêt de gueule à cris, à coups de dents vous accompagnent ces passants jusqu'aux confins du territoire. Un intérêt de bien, de grandeur et de gloire, aux gouverneurs d'État, à certains courtisans, agents de tout métier en fait tout autant faire. On nous voit tout pour l'ordinaire, piller le survenant, nous jeter sur sa peau. La coquette et l'auteur sont de ce caractère. Malheur à l'écrivain nouveau. Le moins de gens qu'on peut à l'entour du gâteau, c'est le droit du jeu, c'est l'affaire. 100 exemples pourroient appuyer mon discours. Mais les ouvrages les plus courts sont toujours les meilleurs. En cela, j'ai pour guide tous les maîtres de l'art, et tiens qu'il faut laisser dans les plus beaux sujets quelque chose à penser. Ainsi, ce discours doit cesser. Vous qui m'avez donné ce qu'il a de solide, et dont la modestie égale la grandeur, qui ne pûtes jamais écouter sans pudeur la louange la plus permise, la plus juste et la mieux acquise, vous enfin, dont à peine ai-je encore obtenu que votre nom reçût ici quelques hommages, du temps et des censeurs défendent mes ouvrages, comme un nom qui des ans et des peuples connus fait honneur à la France, en grand nom plus féconde qu'aucun climat de l'univers. Permettez-moi du moins d'apprendre à tout le monde que vous m'avez donné le sujet de ces vers. Fin de la fable 14. Discours à Monsieur le Duc de la Rochefoucauld. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Le marchand, le gentilhomme, le pâtre et le fils de roi. Fable 15 des Fables de La Fontaine, livre 10e. Enregistré pour LibriVox.org par les Rizanes. 4 chercheurs de nouveaux mondes, presque nus, échappés à la fureur des ondes, un trafiquant, un noble, un pâtre, un fils de roi, réduits au sort de Bélisère, demandaient aux passants de quoi pouvoir soulager leur misère. De raconter quel sort les avait assemblés, quoique sous divers points tous 4 ils fussent nés, c'est un récit de longue haleine. Ils s'assirent enfin au bord d'une fontaine. Là le conseil se tint entre les pauvres gens, le prince s'étendit sur le malheur des grands. Le pâtre fut d'avis qu'éloignant la pensée de leur aventure passée, chacun fit de son mieux et s'appliqua aux soins de pourvoir aux communs besoins.
La plainte, ajouta-t-il, guérit-elle son homme? Travaillons, c'est de quoi nous mener jusqu'à Rome. Un pâtre ainsi parler? Ainsi parler. Croit-on que le ciel n'est donné qu'aux têtes couronnées de l'esprit et de la raison? Et que de tout berger comme de tout mouton, les connaissances soient bornées? L'avis de celui-ci fut d'abord trouvé bon par les trois échoués au bord de l'Amérique. L'un, c'était le marchand, savait l'arithmétique. À tant par mois, dit-il, j'en donnerai leçon. J'enseignerai la politique, reprit le fils de roi. Le noble poursuivit. Moi je sais le blason, j'en veux tenir école. Comme si, de vers l'Inde, on eût eu dans l'esprit la sotte vanité de ce jargon frivole. Le pâtre dit. Ami, vous parlez bien. Mais quoi? Le mois 30 jours, jusqu'à cette échéance, jeûnerons-nous par votre foi? Vous me donnez une espérance belle mais éloignée, et cependant j'ai faim. Qui pourvoira de nous au dîner de demain? Ou plutôt, sur quelle assurance fondez-vous, dites-moi, le souper d'aujourd'hui? Avant tout autre, c'est celui dont il s'agit. Votre science est courte là-dessus. Ma main y suppléera. À ces mots, le pâtre s'en va dans un bois. Il y fit des fagots dont la vente, pendant cette journée et pendant la suivante, empêcha qu'un long jeûne à la fin ne fît tant qu'ils allassent là-bas exercer leur talent. Je conclus de cette aventure qu'il ne faut pas tant d'art pour conserver ses jours, et grâce aux dons de la nature, la main est le plus sûr et le plus prompt secours. Fin de la fable 15. Le marchand, le gentilhomme, le pâtre et le fils de roi. Fin des fables de La Fontaine, livre 10e. Cet enregistrement fait partie du domaine public.